Bienvenue sur le podcast de Drive. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Drive pour cette nouvelle série en 5 épisodes consacrés à l'accompagnement de GRDF auprès de la start-up Axibio. Créée en octobre 2016, la jeune pousse a pour objectif de proposer des solutions innovantes aux enjeux environnementaux posés par les déchets alimentaires. Traitement et valorisation des biodéchets, production de biométhane, création d'Axibio et phase de développement en passant par l'accompagnement de GRDF, nous découvrirons épisode par épisode les étapes clés de cette collaboration sur la commune de La Motte-Beuvron, dans la région Centre-Val de Loire, située à 45 minutes d'Orléans. Et pour commencer, dans ce premier épisode, je reçois Pierre-André Galli, cofondateur et président d'Axibio, pour vous présenter sa solution de traitement et valorisation des biodéchets. Bonjour Pierre-André. Bonjour Pierre. Axibio, c'est une start-up créée il y a tout juste 5 ans. Et vous avez d'ailleurs remporté l'appel à projet de GRDF lancé à la Madi Keynote en 2020, le grand rendez-vous de l'innovation. Vous comptez 7 salariés et vous avez également réalisé une levée de fonds de 680 000 € en décembre 2019. Mes deux premières questions sont très simples, mon cher Pierre-André, pour éclairer nos auditeurs sur ces enjeux environnementaux. Qu'est-ce qu'un biodéchet et combien de tonnes en produisent les Français, particuliers et professionnels confondus, en une année? Les biodéchets, ce sont des déchets organiques, fermentescibles. Donc, pour ce qui nous intéresse, ce sont l'ensemble des déchets alimentaires, c'est-à-dire les restes de cuisine et de table, mais aussi les rebuts de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Et donc, les biodéchets en France représentent un volume annuel d'environ 12 millions de tonnes. Ça se répartit à peu près pour moitié, je dirais 6 millions dans la poubelle des particuliers et ce qu'on appelle les assimilés, c'est-à-dire tous les petits producteurs, les commerçants, les petits restaurants. Et puis de l'autre côté, pour l'autre moitié, ce sont la restauration collective et commerciale, les marchés, la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Donc les biodéchets, les déchets fermentescibles, ce qu'on appelle également la fraction fermentescible des ordures ménagères, ça représente à peu près un tiers de notre poubelle. Pierre-André, si vous êtes attaqué à la problématique de la valorisation des biodéchets, c'est bien sûr par conviction personnelle, dans le but d'agir pour l'environnement et d'accompagner les solutions de production énergétique décentralisées. À cela s'ajoute, Pierre-André, le pouvoir méthanogène puissant des biodéchets. À partir d'ailleurs de combien de kilos de biodéchets peut-on produire du biométhane ? Eh ben, je dirais dès le premier kilo. Alors ça dépend un peu de la nature des biodéchets que vous avez. Tous n'ont pas exactement le même pouvoir méthanogène, mais pour prendre un exemple, en moyenne, 1 tonne de biodéchets permet de produire 170 mètres cubes de biogaz. Et sur ces 170 mètres cubes de biogaz, vous avez à peu près 100 mètres cubes de biométhane. Le biométhane, c'est une molécule, c'est du CH4, donc c'est du méthane, sauf qu'il est bio en ce sens qu'il est renouvelable. Et 100 mètres cubes de biométhane, c'est à peu près l'équivalent énergétique de 700 kWh. Et 700 kWh, c'est à peu près 70 litres de fuel. Donc c'est ce qui est nécessaire pour parcourir 1000 km avec un plein. Donc de manière, en faisant un raccourci, mais le but c'est pas d'être précis à la virgule près, mais de pouvoir illustrer cet intérêt de ce potentiel méthanogène. 1 kilo de biodéchets, c'est 1 kilomètre en voiture. Effectivement, Pierre-André, on saisit au travers des chiffres présentés le potentiel énergétique des biodéchets. Il existe d'ailleurs plusieurs options de valorisation des biodéchets. La première d'entre elles avec le compostage, issu d'un processus naturel de décomposition de la matière organique par aérobie. La seconde option, elle, de lombricompostage, où la matière organique se décompose grâce à l'action de lombrics, des vers et d'autres micro-organismes. Et enfin, la troisième, la méthanisation, procédé de dégradation de la matière organique par des bactéries en l'absence d'oxygène. Axibio, elle, a pour mission d'accompagner la filière de traitement et valorisation des déchets. Quelles sont, Pierre-André, justement, ces missions au travers des services proposés par votre société? Notre mission, si j'essaye de la résumer de manière très simple, c'est de créer le lien entre les poubelles, enfin la poubelle des particuliers et des professionnels, et ceux qui ont besoin de ce qu'il y a dans la poubelle, mais non pas j'irais sous forme de déchets, mais sous forme d'une biomasse qui est prête à être consommée, si je puis dire. Or, aller chercher des
des gisements qui sont extrêmement diffus, éparpillés, pour les massifier de façon à ce qu'on puisse produire beaucoup de biométhane et de compost, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Donc nous proposons de structurer la filière, c'est-à-dire quelque part de créer le chemin de fer entre ces poubelles et puis la méthanisation, avec toute une série d'équipements. Donc nous proposons pour les collectivités locales des points d'apport volontaire qui sont spéciaux pour les biodéchets, équipés d'une caisse palette ou un bac 4 roues, 3 roues ou 2 roues, qui vont de 120 litres jusqu'à 600 litres, donc qui permettent d'adresser un peu tous les cas de figure urbains que l'on peut rencontrer, pavillonnaire, semi-rural, urbain dense. Ces points d'apport volontaires qu'on appelle Gaia Box, c'est d'abord du mobilier urbain, donc qui s'intègre dans le paysage de la ville, ensuite qui est pratique, qui offre un certain nombre de fonctionnalités en termes d'ergonomie pour la personne qui va collecter et d'accessibilité pour les particuliers et les professionnels qui viennent déposer leurs biodéchets. Donc ils sont équipés d'une pédale avec un système d'ouverture très simple et ils sont dotés également d'un système de contrôle d'accès pour, je dirais, sélectionner les personnes qui peuvent venir déposer leurs biodéchets et éviter surtout qu'on se retrouve avec énormément d'indésirables et que le point d'apport volontaire se transforme, je dirais, en une poubelle de rue. On a également des conteneurs intelligents spécifiques pour les professionnels, donc qui leur sont vraiment exclusivement dédiés, qui comportent également une pesée embarquée permettant d'alimenter un portail web avec des données statistiques sur les collectes, les pertes alimentaires, la valorisation énergétique. Pierre-André, Axibio a d'ores et déjà expérimenté ces points d'apport volontaire appelés Gaia Box dans la commune de Locminé, située dans le Morbihan depuis 2019. Vous allez d'ailleurs cette année, en mai 2021, installer vos solutions dans la commune de La Motte-Beuvron. Revenons sur votre expérience bretonne aux côtés du syndicat mixte Cytomie, avec qui vous avez travaillé. Combien de mètres cubes de biométhane et d'amendements organiques ont été produits en 2 ans? Et d'ailleurs, Pierre-André, combien de personnes ont été concernées par cette expérimentation? En 2 ans, on a produit, ça reste encore modeste, mais c'est significatif, un peu plus de 10 000 mètres cubes de biométhane et de 80 tonnes de fertilisants organiques. Donc c'est plus de 100 tonnes de biodéchets qui ont été collectés auprès de 80 foyers et petits producteurs et d'une quinzaine de gros producteurs. Alors dans les gros producteurs, on a des EHPAD, des supermarchés, des restaurants, des écoles, une cuisine centrale. Et derrière, donc le gaz est réinjecté sur le réseau de GRDF. La chaleur sert à chauffer un lycée et une piscine. Et les fertilisants organiques sont ensuite épandus sur les champs voisins. Rappelons, Pierre-André, à nos auditeurs que vous n'êtes pas la seule société à proposer ce type de service de traitement et valorisation des biodéchets sur le marché, mais vous tirez votre épingle du jeu grâce à un procédé mécanique spécifique qui a pour objectif de trier les déchets quand des erreurs de tri subviennent. Vous avez également développé un volet applicatif d'Internet des objets, car vous êtes convaincu que la mesure apportera de nombreuses externalités positives pour les particuliers et également les professionnels. Je vous laisse le soin de rentrer dans les détails sur ces deux aspects, le premier d'ordre mécanique et enfin le second d'ordre technologique. Oui, alors effectivement, le premier, c'est un bioséparateur, c'est un équipement, je dirais, territorial qui est destiné à traiter les biodéchets d'un gros territoire, à peu près correspondant à 60 à 100 000 habitants, donc il peut faire jusqu'à 3 000 tonnes par an, et qui va permettre d'évacuer toutes les erreurs de tri qu'on peut avoir, parce que même si les particuliers et les professionnels font globalement un tri correct et de qualité, il subsiste toujours entre 5, 10 voire 15% d'erreurs. Alors ces erreurs, ce sont pour les professionnels souvent des pots de yaourt, des sachets de mayonnaise, des filets de légumes, parfois on retrouve même des pansements, et des inertes comme certains gros os, des matières plastiques. Et puis ça peut être également le sac plastique qui sert à la collecte des biodéchets. Alors même si les biocompostables, c'est quand même mieux de l'évacuer pour éviter d'avoir des microplastiques résiduels. Et il permet également de déconditionner des matières qui sont issues de la grande distribution. Donc tous les invendus, tous les rebuts qui sont produits par des supérettes ou des supermarchés sur un territoire donné peuvent être traités localement sur ce type d'équipement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur ce qui nous distingue également de la concurrence, on a un volet data qui est très important. C'est-à-dire qu'on part du principe que, en citant la célèbre phrase du physicien chimiste Niels Bohr, ce qui ne se mesure pas n'existe pas.
Et on pense qu'il est très utile d'introduire de la mesure, donc de la donnée sur les déchets. Je répète toujours, pour rigoler un peu, c'est que en amont de la consommation, on est toujours en train de mesurer quelque chose. Donc on mesure, ne serait-ce qu'à commencer par la quantité de gaz que l'on consomme, la quantité d'eau que l'on consomme, d'électricité, mais aussi SEPA avec des podomètres, avec Strava pour mesurer ses performances sportives, les calories avec Yuka, etc. J'en passe. Mais dès qu'on arrive au niveau du déchet, il n'y a plus jamais de mesure. Or, on pense que c'est important d'apporter cette donnée-là, et donc dans nos points d'apport volontaire et dans les conteneurs intelligents qu'on propose pour les professionnels, on peut proposer une balance embarquée et qui est connectée avec un système de routeur intelligent couplé à une carte SIM qui permet d'envoyer des données sur le cloud. Et donc, dans le cas des points d'apport volontaire que l'on positionne sur la voirie, à chaque fois qu'un usager vient déposer ses biodéchets, on est capable d'enregistrer le poids et de l'associer à un identifiant. Et donc après, ça permet un certain nombre d'applications, ces données poids et temps. Ça permet déjà de mesurer le remplissage des points d'apport volontaire en poids, et donc de dire si le point d'apport volontaire est encore accessible, s'il est très rempli ou s'il doit être condamné parce qu'il est plein et qu'il faut venir le vider. Ça permet également de mesurer la production, entre guillemets, de biodéchets au niveau d'un territoire, c'est-à-dire je peux la mesurer au niveau d'un point d'apport volontaire, mais ensuite au niveau d'un quartier, d'une commune, d'une communauté de communes, une communauté d'agglos, et d'avoir le suivi des collectes sur un territoire donné, à la semaine, au mois, à l'année, et donc d'avoir un suivi fin de cette production de biodéchets, ce qui me permet déjà de voir comment les particuliers et les acteurs professionnels se comportent avec ces points d'apport volontaire, s'ils sont plutôt bien répartis sur le territoire, s'il y en a qui fonctionnent bien, ou s'il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien, et derrière de suivre aussi les collectes par identifiant, c'est-à-dire par ménage, et de voir si chacun participe à la collecte ou pas. Pierre-André, reparlons de ces points d'apport volontaires que vous avez appelés Gaia Box. Elles sont ces Gaia Box destinées à apporter des solutions à la chaîne logistique des déchets. Pouvez-vous d'ailleurs nous expliquer les raisons pour lesquelles une Gaia Box est plus efficiente qu'une collecte opérée chez l'habitant ? C'est assez simple, hein. Sur une Gaia Box, je vous mettrai peut-être, en fonction des volumes, mais si on prend celle qui contient une caisse palette de 600 litres, vous pouvez y mettre entre 300 et 600 personnes en fonction de la fréquence des collectes. Je dirais 300 personnes si c'est une collecte hebdomadaire, et puis 600 si c'est une collecte 2 fois par semaine. Mais le raisonnement est simple, hein. Si vous prenez une ville de 20 000 habitants, en moyenne, un ménage, c'est 2,3 personnes en France. Sur une ville moyenne en France de 20 000 habitants, vous avez à peu près 2/3 d'habitats individuels. Ça veut dire que vous aurez, si j'ai fait une cote mal taillée, 5 000 maisons. En fait, on comprend très vite que entre envoyer un camion passer devant 5000 pas de porte et collecter 30 à 50 points d'apport volontaire, ce dont j'ai besoin pour couvrir une ville de 20 000 habitants, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que c'est plus intéressant de collecter des points d'apport volontaire. Vos services Axibio répondent à une échéance majeure, celle de la directive européenne de 2008 sur la réglementation des déchets, et cette même directive a été révisée d'ailleurs en 2018. Quels sont d'ailleurs les grands principes de ces nouvelles règles, d'ores et déjà effectives pour certains professionnels, rappelons-le, depuis 2016 ? Oui, alors les grands principes de cette réglementation, ils sont assez simples. C'est d'abord le tri à la source des biodéchets. Je crois que c'est un point cardinal de la réglementation, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le tri, la séparation des biodéchets des autres matières, doit se faire à la source, c'est-à-dire chez le particulier ou chez le professionnel. Et donc, ça exclut tout concept de post-tri, c'est-à-dire je prends une poubelle d'ordures ménagères et je fais une séparation derrière dans une unité spéciale. Donc ça, ce principe-là, c'est le tri à la source. Ensuite, il prévoit que ces biodéchets doivent faire l'objet d'un retour à la terre de qualité. Donc quand on dit retour à la terre de qualité, d'emblée, on mentionne 2 filières, la méthanisation et le compostage. Voilà. Donc la décharge n'est pas un retour à la terre de qualité. Donc il n'y a pas besoin de le préciser, mais enfin ça va mieux en le disant. Et ensuite, la réglementation prévoit un certain nombre de seuils. Le premier de ces seuils, en fait, il est déjà d'actualité, c'est ceux qui font plus de 10 tonnes de déchets alimentaires par an doivent déjà
choisir une filière de retour à la terre, donc une filière sélective. Donc, ils doivent faire un enlèvement séparé dans le cas où on fait une collecte séparée, c'est-à-dire que c'est une restauration collective qui fait à peu près 300 couverts par an et qui fonctionne 250 jours par an. Bon, il y a de bonnes chances qu'elle fasse plus de 10 tonnes par an, donc elle doit déjà envoyer ses biodéchets dans une filière de méthanisation ou de compostage. Ensuite, ces seuils s'abaissent progressivement. À partir du 1er janvier 2023, ce seuil s'abaisse à 5 tonnes. C'est-à-dire que tous ceux qui font plus de 5 tonnes, donc on divise par 2, 150 couverts, doivent envoyer également ces déchets dans une filière de méthanisation ou de compostage. Et à la fin de cette année-là, donc fin décembre 2023, c'est tout le monde. Tous les administrés, tous les citoyens, vous et moi, qui devront faire le tri des biodéchets à la source. Et donc, chaque collectivité locale devra mettre à disposition de ses administrés une solution leur permettant de ne pas mettre les biodéchets avec les ordures ménagères résiduelles. Voilà ce que dit la réglementation. Merci Pierre-André pour votre participation au podcast Drive de JRDF. Merci à vous Pierre pour cette émission. Et dans le prochain épisode de cette série de 5 podcasts consacrés à la start-up Axibio, nous aurons le plaisir de retrouver Caroline Renaudat, directrice territoriale régionale Centre-Val de Loire JRDF, pour découvrir les enjeux autour de cette expérimentation menée dans la commune de La Motte-Beuvron. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dans notre prochain épisode. À bientôt pour le nouveau podcast de Drive.